Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je suis ravie d'accueillir dans ce beau lieu qui est le Puzzle nos deux invités qui ont déjà été présentés par Pascal, Jean-Arnaud de Reims et Laurent Gichelin. Prendre la mer, partir pour aller à la découverte de l'Europe des confins, celle des marges, celle méconnue des Balkans et du Caucase, pour une plongée dans l'histoire sidérante de ces minorités de la mer Noire et de la côte adriatique. Ils sont revenus avec un livre passionnant. Le titre est écrit là, mais je vous le redis, Là où se mêlent les eaux, publié aux éditions de la Découverte. C'est ce long périple que vous avez entrepris à bord d'un voilier, le Véton, que nous allons découvrir aujourd'hui. Bonsoir Jean-Arnaud de Reims, vous êtes historien et journaliste. Bonsoir Laurent Gichelin, géographe, journaliste et photographe. Vous êtes tous deux directeurs et animateurs de la rédaction du Journal des Balkans. Et vous êtes aussi correspondant de plusieurs médias, Le Monde diplomatique, RFI, La Libre Belgique, pour ne citer que. Et ce soir, vous êtes avec nous, tels des écrivains voyageurs de retour des Balkans, et soyez-en remerciés. Votre livre, un carnet de voyage plein d'odeurs, de bruits, d'images, où l'ambition littéraire se conjugue avec un... Je suis désolée, je suis un petit peu stressée. Alors, on va recommencer. Votre livre, un carnet de voyages plein d'odeurs, de bruits, d'images, où l'ambition littéraire se conjugue avec un savoir panoramique qui lie de la même façon la grande histoire, mais aussi de ces petites histoires faites de rencontres improbables, surprenantes, touchantes parfois. Dans votre récit, les migrants sont présents constamment. Et comme vous le dites, vous n'étiez pas partis à leur rencontre, ce sont eux qui se sont imposés à vous. Un voyage qui, dites-vous, vous a lavé les yeux. Bonsoir à tous. Ça marche? Non, là il est pas. Hop. Voilà, c'est mieux comme ça, je pense. Oui, voilà. Bonsoir à tous et merci à vous tous d'être là. Merci à cette très belle médiathèque de nous accueillir. Merci à Pascal, bien sûr, et puis à tous les amis de l'association Des mots et débats. Les quais de Crotone sont déserts. Un haut mur d'enceinte protège le bassin de l'assaut du vent et des vagues de la mer Ionienne. Sur un grillage déchiré, une pancarte précise « Accès sévèrement interdit aux personnes non autorisées ». Quelques rafiaux achèvent de rouiller, des grues de levage sont figées dans la tente de cargo, un vraquier turc découpe le ciel bleu. Le navire penche dangereusement sur bâbord et menace de s'allonger sur le quai. La coque et les tourelles portent les traces d'un incendie, la peinture rouge s'écaille, mais le nom du bâtiment est encore visible, Genghis Khan, le conquérant mongol de la steppe eurasienne qui fit trembler l'Europe, bloquée dans ce port de Calabre. Quelques retraités bricolent des barques, les pêcheurs de l'autre côté du bassin ont pris la mer avant l'aube. Au matin, d'étranges silhouettes montent et descendent d'une Genghis Khan, esquissant un salut de la tête lorsqu'elle passe devant le Véton. Sandales, fripes bon marché, sacs en plastique à la main, une quinzaine de clandestins squattent l'épave. Des Kurdes, des Afghans et des Iraniens. À la nuit tombante, nous grimpons l'échelle de coupée. Dans l'obscurité, les tuyaux du navire dessinent au-dessus des têtes des arabesques calcinées.
Des formes humaines s'extraient peu à peu des anfractuosités métalliques. 5 personnes ont trouvé refuge dans une cabine rongée par la rouille. La peinture tombe en plaques comme une peau malade. Une bougie, quelques matelas à même le sol, on dort ensemble pour se tenir chaud. Sur le pont du bâtiment, les hommes ont étalé un morceau de tissu. Nous avons apporté quelques bouteilles de jus de fruits, le ciel est dégagé, la lune projette une lumière crue qui allonge les ombres. Une paix éphémère est descendue sur Crotone. Mahmoud, les yeux noirs et les traits coupants, observe en silence ses invités. Un moment, puis il commence le récit de la longue errance. J'étais journaliste en Iran, on m'a mis en prison. Dès qu'ils m'ont relâché, j'ai décidé de m'enfuir. J'ai franchi à pied la frontière turque, marchant la nuit dans les montagnes. J'ai attendu des mois, puis à Istanbul, un passeur m'a permis d'atteindre l'Europe, de traverser la Grèce, la Macédoine. Ensuite, il a encore fallu marcher, donner les liasses de billets conservés à même le corps, sauver des longues nuits passées avec des inconnus dans des abris incertains. Mahmoud raconte les villes de Serbie, de Hongrie, aperçues de loin les nuits de pluie, depuis les ronds-points et les zones industrielles où s'arrêtent les camions. Les frontières franchies par chance, car sans celle-ci, sans un sourire favorable du destin, un clandestin ne peut pas aller bien loin. Avec quelques compatriotes, Mahmoud a erré un temps dans les brouillards glacés de Vénétie et de Lombardie, avant de descendre vers le sud, où il fait moins froid pour ceux qui dorment dehors. Les passagers du Genghis Khan sont en transit dans un espace-temps infini. Ils espèrent des papiers, un titre de séjour, le droit de résider en Italie ou quelque part en Europe pour ne pas rester des ombres fugitives. Cette attente est théoriquement rythmée par des étapes déterminées par la procédure bureaucratique. En réalité, elle n'a ni terme ni échéance. Les passagers du Genghis Khan sont des fantômes aux yeux de l'administration. Avec leurs compagnons des autres squats de la ville, ils envahissent les maisons, les bateaux abandonnés de Crotone, les marges de la ville et ses béances, mais aucune statistique précise ne les recense. Les demandeurs d'asile de toute l'Italie sont dirigés vers Crotone. À quelques kilomètres de la ville, plusieurs milliers d'entre eux sont hébergés dans le centre de Sant'Anna, et c'est déjà une sorte de privilège que de pouvoir occuper un bas-flanc dans les baraquements de cette ancienne base militaire. Il faut être enregistré et reconnu par les services compétents comme ressortissant d'un pays donnant potentiellement droit à l'asile. Les autres, les milliers d'autres, errent dans les rues, osant à peine rêver d'une embauche à la journée, espérant au mieux trouver de quoi manger auprès de quelque organisation charitable. Sur le quai du port, Mahmoud prend des photos avec son téléphone portable. Demain, notre image figurera en bonne place sur un compte Facebook iranien pour peu qu'il trouve quelques pièces pour se connecter à Internet. Demain, nous aurons quitté Crotone, tandis que les passagers d'une Genghis Khan resteront bloqués dans la carcasse du vraquier turc. Les voyageurs abandonnent toujours les gens. Il nous a fallu 3 jours et 2 nuits de mer pour gagner Crotone, passant au large de Gozo et du Cap Passero, à la pointe sud-est de la Sicile. Nous sommes 7 à bord du Vetton, un voilier de 17 mètres qui dormait dans une marina de Monastir en Tunisie. 2 journalistes, 2 marins et 3 amis qui nous quitteront dans quelques semaines. Nous voulons remonter l'Adriatique, redescendre en mer Ionienne, arpenter léger jusqu'aux Dardanelles, gagner enfin Istanbul et passer de l'autre côté du Bosphore, capoter au long de rivages souvent familiers pour relier entre eux les points de carte mentale parcellaires, morcelés. Nous avons la croyance que la mer lavera nos yeux, nous donnera le regard neuf qui permet de raconter de nouvelles histoires. Justement, cette belle phrase que j'avais relevée et que j'ai citée à la fin de ma présentation. Donc, vous êtes à Crotone et vous rencontrez des migrants. Avant de partir pour d'autres rivages, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi, vous qui connaissez bien les Balkans, qui avez sillonné toutes les routes, pourquoi avez-vous décidé de prendre la mer pour aborder ces territoires ? Qu'est-ce qui a changé pour vous ? Bien, bonjour à tous, bonsoir à tous.
Alors oui, pour se raconter un peu plus, nous on est journalistes, comme Pascal le disait, on travaille depuis moi une quinzaine d'années dans les Balkans, Jean-Arnaud depuis un peu plus. J'ai aussi habité en Ukraine pendant quelques années où j'étais correspondant de la presse française. Et c'est vrai que quand on est journaliste, alors il faut répondre ou essayer d'avoir plusieurs qualités indispensables, je pense, dans notre conception du journalisme en tout cas, pour exercer cette profession. Alors bon, il faut être curieux, évidemment, mais il faut aussi avoir, je pense, beaucoup d'empathie. Quand on rencontre les gens, rien ne les oblige à nous parler, et c'est toujours un cadeau, un privilège de recueillir la parole des gens, de leur poser des questions, d'avoir leurs réponses, et puis de transmettre leurs paroles autant que faire se peut à nos lecteurs ou à nos auditeurs. Et c'est vrai que quand on travaille, alors on travaille dans les Balkans, on remonte très régulièrement les vallées de l'intérieur, cette région de moyenne montagne. On rencontre toujours les mêmes personnes ou les mêmes situations, souvent des situations très difficiles. Alors de l'exode, la guerre, la misère économique, des situations pas faciles. Et c'est vrai que quand on exerce ce métier, comme quand on exerce tous les métiers d'ailleurs, parfois on ressent un peu de lassitude. On ressent une sorte de fatigue qui nous empêche peut-être d'avoir cette empathie nécessaire avec les gens. Ça, c'est très important. Et donc, à un moment donné dans notre vie de journaliste, on s'est dit qu'il était temps de faire un break et de peut-être repenser notre travail d'une autre façon. Et c'est ce qu'on a essayé de faire en faisant ce voyage, alors d'aborder cette région des Balkans que l'on connaît très bien, dans laquelle on a beaucoup d'amis, où on voyage très régulièrement. On était encore il y a 2 semaines en Macédoine. D'aborder cette région par un autre angle, par celui des côtes et de la navigation, sortir un peu de ces Balkans montagneux et terriens pour prendre la mer. Ça implique des changements dans notre façon de travailler, bien sûr, quand on navigue. Faire du journalisme, c'est tout à fait différent que si on le faisait en voiture ou en avion. On sait quand on part d'un port, on ne sait jamais quand on va arriver dans le suivant. Et puis surtout, ça autorise, je dirais, des reportages et des rencontres beaucoup plus longues et qui prennent beaucoup plus de temps. Quand on navigue, on subit les éléments, on subit les vagues, on subit les tempêtes, on subit les vents. Et donc c'est un journalisme, je dirais, plus à l'écoute des éléments et plus à l'écoute du temps des hommes, entre guillemets. Donc, quand on arrive dans un port en étant journaliste, on est avant tout considéré comme un marin et moins comme un journaliste. Les premières occupations, c'est de savoir où on va accoster le bateau, où on va trouver de l'eau, où on va pouvoir manger. Et les rapports qui s'établissent avec les autres gens sur un port sont tout de suite plus frontales, plus directes et peut-être plus faciles que des rapports normaux entre un journaliste et les gens qui l'interviewent. Alors, pour faire ce voyage, on s'était dit, notre objectif était effectivement de remonter ces côtes de la mer Adriatique, de la mer Égée, de la mer Noire, ces côtes qui ont longtemps été appartenues à différents grands empires. On avait sur les côtes de l'Adriatique la République de Venise, et puis après l'Empire austro-hongrois. On avait un peu plus au sud, à partir de l'Albanie, l'Empire ottoman durant des siècles, et puis en mer Noire, on avait l'Empire des Tsars. Et ces côtes et les populations qui habitent aujourd'hui sur ces côtes sont les résultats de ces brassages issus de ces grands empires. Et on avait envie, pour ce voyage, de remonter cette ligne de faille de l'Europe, où l'on trouve effectivement des communautés qui ont différentes religions, qui parlent différentes langues, et où l'histoire s'est un peu déposée comme des sédiments, un peu comme des vagues sur ces côtes. Et c'était donc notre objectif. Et effectivement, comme tu le disais, les premières personnes que l'on a rencontrées et à qui on a parlé de ce voyage, c'était des migrants que l'on a rencontrés dans le port de Crotone. Et on ne pensait pas effectivement en commençant ce voyage qu'on allait rencontrer à la fois autant de migrants récents, de gens en voyage à l'heure actuelle, des Syriens, des Irakiens, des Afghans, etc., mais aussi les descendants de migrations plus anciennes, c'est-à-dire des gens qui ont fui
des conflits, qui ont fui des situations économiques difficiles, il y a 100, 200, 300 ou 400 ans, et dont les descendants conservent toujours aujourd'hui la mémoire de cet exil, la mémoire de ces voyages, et qui ont gardé avec eux, dans leur bagage et dans leur mémoire, une partie de leur pays d'origine. Et c'est ce jeu, je pense qu'on essaye de raconter dans le livre, ce jeu temporel entre ces migrations récentes et puis ces migrations un peu plus anciennes. Et l'une de nos premières étapes était notamment dans des villages au-dessus de Crotone. Peut-être que... Alors, au-dessus de Crotone, oui, il se trouvait techniquement que le bateau était donc à Monastir, en Tunisie. La première escale, ça a été de traverser la mer Méditerranée, et on voulait aller à Crotone. Pour dire une chose tout de suite assez importante, quand on voyage comme ça, en bateau, on avait un peu une idée générale de là où on voulait aller, mais bien souvent, c'est une escale qui a déterminé l'escale suivante. Dans un port, les gens vous disent « mais va donc dans ce port-là après, là il y a une histoire intéressante et puis je connais quelqu'un ». Donc notre trajet s'est un petit peu dessiné, au moins en partie, comme ça, d'escale en escale. Mais par contre, on voulait aller à Crotone, et on voulait aller à Crotone pour rencontrer les Arberèches. Alors les Arberèches, ce sont des Albanais qui ont fui l'Albanie, qui ont fui la conquête ottomane, la conquête turque des Balkans et de l'Albanie au XVe et au XVIe siècle. Et ces Arberèches se sont installés dans des villages du sud de l'Albanie, en Calabre, en Sicile, dans les Pouilles. Souvent, ils se sont installés dans des villages qui sont un petit peu à l'écart de la mer, sur des éperons rocheux, parce que pour eux, la mer, c'est à la fois, ça a été le chemin de leur salut, le chemin de leur fuite, ce qui leur a permis d'échapper à la conquête turque, mais c'était aussi toujours l'endroit d'où pouvaient venir des raids ennemis, d'où pouvait venir le danger, la menace. Donc en se mettant un peu dans la montagne, les Arberèches pensaient être plus à l'abri. Et à Crotone, on avait quelques contacts dans un village arborèche qui est un petit peu au-dessus, Calfizzi. Le maire du village est venu nous chercher dans son vieux 4x4 sur le port de Crotone, et on a passé du temps dans ces villages. Et le village de Calfizzi, c'est un village comme tous les villages d'Italie du Sud, qui est très pauvre aujourd'hui, dont les gens s'en vont. Les Arberèches qui vivent dans ce village le quittent massivement pour aller travailler là où il y a du boulot, en Italie du Nord, ou bien plus loin en Allemagne ou ailleurs. Dans le temps, peut-être certains sont venus en Lorraine il y a quelques générations, ça serait assez probable. Et donc le village, comme tous les villages du sud de l'Italie, se vide. Et ce qu'on ne savait pas, c'est que ce village de Calfizzi, il accueille des réfugiés d'aujourd'hui. Il accueille des Somaliens, des Afghans, des Syriens. Et les gens du village sont très contents d'accueillir ces gens parce que ça permet de faire vivre le village. Ils aident aux travaux des champs, leurs gamins vont à l'école, ils permettent au village de vivre. Ces Arberèches sont tous, même si leurs ancêtres sont partis il y a plus de 5 siècles, sont tous extrêmement conscients du fait d'être les descendants d'un exil. C'est ce qui fonde leur identité collective. Et du coup, pour eux, il est, je dirais, naturel d'accueillir des gens qui sont aujourd'hui en migration, qui sont aujourd'hui en exil. Et après, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. On a passé du temps dans le village, avec un jeune Afghan notamment qui travaillait comme jardinier à la mairie, avec des dames somaliennes. Et ces dames somaliennes, qui étaient dans le village depuis, je ne sais pas, quelques semaines, la première langue européenne dont elles avaient appris quelques mots, c'était l'Arberèche, un dialecte albanais du XVe siècle. Vous savez, parfois on parle des grandes langues et des petites langues, ce qui est toujours totalement idiot. Il n'y a pas de grandes langues, il n'y a pas de petites langues. Les langues, elles vivent si ce sont des vecteurs de communication. Et pour que sa langue vive, il faut ouvrir sa porte, il faut la parler à des gens. Et en faisant vivre leur langue de cette manière-là, en parlant Arberèche à ces gens qui arrivent, en accueillant ces gens-là, ces Arberèches font vivre leur langue. Et c'est ces histoires-là, ces rencontres entre des exils d'hier, d'avant-hier, des exils d'aujourd'hui,
qui, comme le disait Laurent, nous ont accompagnés tout au long du voyage. Justement, vous venez d'évoquer les Arbëresh, une communauté bien installée dans le sud de l'Italie, mais qui ont, comme vous le dites, l'exil dans leur gène. Mais ce ne sera pas toujours le cas dans votre périple. Est-ce que vous pouvez nous évoquer d'autres situations? De gens qui n'ont pas la mémoire d'un exil. Le micro. Oui, des gens qui n'ont pas la mémoire d'un exil. C'est un peu compliqué pour le coup. C'est un peu compliqué parce que, sur le fond, toutes ces côtes de la mer Adriatique, de la mer Égée, de la mer Noire, il y a à peu près toujours la même configuration géographique. Vous avez des montagnes qui tombent dans la mer avec une bande littorale souvent très étroite. C'est parfois rien du tout, parfois quelques kilomètres ou plus. Alors, ces gens qui vivent sur la bande côtière, ils sont toujours en interaction avec les gens de la montagne, parce que dans la montagne, il y a de la nourriture, il y a des gens qui font de l'élevage, de l'agriculture, puis il y a du bois surtout. On a besoin de bois. Des hommes qui ont construit ces bateaux. Les galères de Venise, la Sérénissime République de Venise, elles ont été construites par des calfas qui venaient du Monténégro, d'Albanie, de Dalmatie. Et ceux qui ne construisaient pas les bateaux, bien souvent, étaient aussi galériens, étaient rameurs sur ces bateaux. Donc il y avait besoin d'hommes qui venaient de l'intérieur. Donc la bande côtière, elle est en interaction constante avec le monde de la montagne. Et aussi, dans le même temps, cette bande côtière, elle est toujours en interaction avec la côte qui est en face. Et la mer, c'est deux choses. La mer, c'est à la fois ce qui permet l'échange des marchandises, des hommes. C'est ce qui permet de s'enfuir également, de se réfugier quand un danger arrive. Mais c'est aussi de là que le danger peut venir. La mer, elle a plusieurs visages. Et cette bande côtière, elle vit toujours dans cette interaction-là. Pour dire encore un mot sur la mer, les hommes et les femmes naviguent depuis des millénaires sur la Méditerranée, sur toutes les mers du monde. Mais l'immense majorité de ces voyages, ça n'a pas été des navigations de plaisance. Ça a été des voyages contraints, des voyages de fuite, des voyages pour se réfugier. Et ça, c'est, je crois, l'histoire commune de tous ces rivages méditerranéens. Alors après, bien sûr, les histoires de chacun, elles s'inscrivent dans des registres différents, avec des gens qui sont porteurs de différentes histoires. Certains ont, comme les Arbëresh, vraiment le souvenir constitutif d'une migration. Pour d'autres, l'histoire a été un peu différente. Mais il y a toujours, je crois, cette interaction avec la mer. Justement, vous venez de parler des paysages qui se transforment. Et effectivement, les bases militaires ont disparu. Les compagnies de navigation ont été bradées. Tout le littoral de l'Adriatique se transforme en zone touristique. Justement, est-ce que, en longeant ces rivages, est-ce que vous avez pu mesurer la transition post-yougoslave? Oui, effectivement. Alors, effectivement, la côte adriatique faisait partie de la Yougoslavie socialiste, qui s'était fondée en 1945 durant la Seconde Guerre mondiale et qui avait été fondée par le maréchal Tito dans la résistance. Le maréchal Tito avait mené une résistance contre les troupes d'occupation allemandes, italiennes, et avait réussi à fédérer tous les peuples yougoslaves. Et la Yougoslavie, effectivement, s'est effondrée à la fin des années 80, au début des années 90. Les anciennes républiques yougoslaves sont devenues des pays indépendants, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, etc. Et dans ce processus guerrier d'éclatement, s'est opéré en même temps une transition économique qui a laissé beaucoup de gens sur le carreau. La Yougoslavie, c'était un État qui avait bien sûr des imperfections, un parti unique, la démocratie n'existait pas, le pays était dirigé d'une main de fer par le maréchal Tito, mais à l'époque il y avait aussi, je dirais, une économie plutôt fonctionnelle, les gens travaillaient, avaient des vacances, des congés payés, un passeport qui permettait de voyager dans la grande majorité des pays du monde. Et pour beaucoup de gens sur les côtes adriatiques et dans l'ensemble de la Yougoslavie,
cette ancienne fédération sonne encore comme une sorte d'âge d'or. Alors évidemment, ça dépend des populations, ça dépend des États, ça dépend des situations familiales de chacun. Mais pour beaucoup de gens, y compris sur la côte adriatique, la Yougoslavie, c'était synonyme d'emploi, de développement, de prospérité, d'un pays qui marchait, sur lequel on pouvait s'appuyer, d'une médecine performante, etc., etc. Et effectivement, vous parliez des compagnies de navigation qui existaient en Yougoslavie. La plupart d'entre elles ont été bradées durant les années 90. Elles ont été privatisées. Ensuite, les bateaux ont été vendus à la pièce. Et les gens qu'on a rencontrés dans notre voyage sur les quais des ports de l'Adriatique, bien souvent n'ont plus de travail. C'est-à-dire que leur père ou leur grand-père travaillaient dans les chantiers navals, naviguaient sur toutes les mers du monde, et aujourd'hui, la seule solution pour gagner un petit peu d'argent et pour espérer survivre, c'est le développement du tourisme, un développement qui est bien souvent incontrôlé et incontrôlable. Alors on construit une maison, un petit immeuble pour loger quelques touristes l'été, ce qui entraîne également des catastrophes écologiques sur la côte. On a une bétonisation rapide de la côte de l'Adriatique. Donc cette transition économique a, je dirais, fragilisé ces sociétés, a fragilisé les familles, et puis a mis aussi en danger l'environnement d'une grande partie de ces côtes. Donc, comme vous venez de dire, les montagnes se vident. Donc on pourrait aussi parler de cette crise démographique qui est quand même assez prégnante. Oui, alors c'est le cas un peu dans tous les pays de la région, à la fois dans les pays de l'ancienne Yougoslavie, mais aussi en Bulgarie, en Roumanie, etc. La transition économique opérée durant les années 90 et 2000 et qui n'est toujours pas finie a effectivement fragilisé économiquement beaucoup de ces pays. Et aujourd'hui, vous avez des départs massifs de population. Alors ces départs se sont échelonnés dans le temps, mais ils reprennent aujourd'hui. Et vous avez chaque année plusieurs dizaines de milliers de personnes qui partent de Bulgarie, de Macédoine, de Serbie, de Croatie, même de pays intégrés à l'Union européenne comme la Croatie, la Bulgarie ou la Roumanie. D'une part parce que les conditions économiques sur place sont évidemment très difficiles. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, les salaires moyens dans les pays de l'ancienne Yougoslavie, ça va être de 150 à 300 euros, y compris pour des médecins ou pour des gens qualifiés. Et c'est vrai que dans des pays comme l'Allemagne qui manquent de main-d'œuvre, on recrute massivement dans les Balkans. On a des entreprises qui vont faire leur marché directement dans les pays des Balkans. Et aujourd'hui, ce n'est plus simplement les médecins ou les infirmiers qui partent, mais c'est bien souvent les plombiers, les boulangers, les couvreurs, etc. Donc des emplois de base de la société. Et cette immigration, ces départs massifs vers l'Europe occidentale fragilisent ces sociétés et puis fragilisent la survie même de ces États, parce que c'est des jeunes qualifiés, qui ont fait des études, qui sont susceptibles de payer des impôts et de payer des retraites, qui partent massivement, et donc c'est la survie même de ces États qui est fragilisée aujourd'hui par cette migration massive. Merci. On va un petit peu avancer un peu plus dans le voyage. On va quitter la mer Adriatique pour se rendre, traverser le canal de Corinthe pour arriver à Athènes, où vous arrivez le jour de la célébration de l'indépendance. Est-ce fait exprès? Comment avez-vous vécu? Et est-ce que, je prolonge ma question, comme la Grèce a été quand même en crise, est-ce que cette crise est encore palpable? Alors, pour le coup, on arrive le 25 mars, qui est le jour de l'indépendance grecque. On arrive, pas à Athènes, mais on n'a pas encore passé le canal de Corinthe. On est dans la zone vraiment l'Épire, donc le nord de la Grèce, sur la mer Ionienne, juste après la frontière de l'Albanie. Alors, on n'avait pas calculé la date, pour être honnête, encore une fois, parce que quand on est en mer, on ne peut pas maîtriser véritablement son calendrier. C'est impossible de dire on sera tel jour à tel endroit. Ça, c'est vraiment la chose que les marins ne peuvent pas faire, parce que on a, dans notre descente de l'Adriatique, on a essuyé quelques tempêtes, on est resté bloqué à certains moments dans des îles,
et dont on ne maîtrisait pas, bien sûr, le calendrier. Naviguer, c'est pas l'indicateur des trains, c'est pas des horaires d'avion, c'est accepter toute autre temporalité et on n'a pas d'autre choix que de s'y soumettre. Donc on est arrivé un petit peu par hasard en Grèce ce matin du 25 mars, jour de la fête nationale. Quand on est arrivé, la Grèce était, je dirais même au plus fort, enfin dans vraiment les années les pires de la crise. Le pire était peut-être encore à venir, d'ailleurs, pour être exact, et puis on ne sait pas de toute manière quand la Grèce sortira véritablement de la crise. On était, je pense, à ce moment où déjà il y avait eu des plans d'austérité répétés, où déjà les salaires, les retraites avaient, des fonctionnaires notamment, mais les retraites de tout le monde, avaient été très sérieusement amputées, où les services publics ne pouvaient plus fonctionner parce que tout était coupé dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, dans les écoles, partout. Mais je crois qu'on était encore à un moment, je dirais, de sidération. Les gens étaient là à se dire, mais attends, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est pas possible. On vivait dans un pays qui n'était pas idyllique, où il y avait des problèmes, comme partout. Il y avait des gens riches et des gens pas riches, où il y avait de la corruption, où il y avait des politiciens ineptes, il y avait, bref, des choses qu'on peut retrouver d'une manière ou d'une autre un petit peu partout. Mais passer de cette normalité avec ses problèmes à ce moment brusque où tout ce qui fait le cadre normal de la vie s'effondre, sans qu'on en comprenne la raison, parce que les Grecs n'ont pas compris la raison de ce qui se passait, c'est quelque chose qui est de l'ordre du traumatisme collectif et du traumatisme individuel. Donc on est resté longtemps en Grèce, qui est un pays très accueillant pour les marins, sur la côte ionienne, à Athènes, après dans les îles des Cyclades. On a noué beaucoup d'amitié dans tous ces endroits, et on était là. À ce moment, c'était finalement souvent les gens nous disaient, mais écoute, tu as vu ce qui est en train de se passer? Ils nous demandaient, mais vous pensez que ça va continuer? Et là, quand on est journaliste, c'est toujours le moment le pire, quand les gens qui sont déjà dans la merde nous disent, mais vous pensez quoi? Ça va continuer? Bon, on peut faire la réponse la plus simple qui est de dire j'en sais rien, mais c'est un peu hypocrite. Donc c'est vraiment une situation que les journalistes n'aiment pas du tout vivre, mais en même temps c'est la question naturellement que dans tous les pays du monde, les gens vont avoir envie de poser à des journalistes. Donc c'est cette Grèce-là qu'on a découvert par la mer. Pour le coup, la Grèce, c'est un pays dans lequel on ne connaissait pas bien, dans lequel on ne travaillait pas beaucoup, parce qu'on travaillait le plus souvent plutôt dans l'ancienne Yougoslavie ou en Albanie. Et le pays qu'on a découvert et avec lequel on a eu immédiatement énormément de sympathie, de liens qui se sont créés, c'est ce pays qui était là, un pays au bord de l'abîme, enfin, déjà en train de s'effondrer, où les gens se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de parachute? Et justement, ces minorités linguistiques sont reconnues par les Grecs ou non? Alors non, la Grèce, l'histoire de la Grèce est un peu compliquée. Le pays est devenu indépendant après l'insurrection de 1821. Et la Grèce s'est formée sur un modèle d'État-nation où, en théorie, il n'y a qu'un seul peuple grec, parlant le grec, orthodoxe, qui existerait. Il faut quand même rappeler qu'il y a 3 pays membres du Conseil de l'Europe qui n'ont jamais ratifié les conventions du Conseil de l'Europe sur les droits des langues et des peuples minoritaires. Ces 3 pays, c'est la Turquie, la Grèce, et le troisième, je pense que vous le connaissez, c'est la France. C'est les 3 seuls pays membres du Conseil de l'Europe qui n'ont pas ratifié tous ces documents. Donc en Grèce, en théorie, il n'y a pas de minorité nationale, il n'y a pas de minorité linguistique, sauf une minorité un petit peu particulière, qui est ce qu'on appelle la minorité musulmane de Thrace occidentale, donc tout à l'est du pays, vers les frontières turques. Ça, c'est une conséquence de la fin de la guerre gréco-turque qui a suivi la Première Guerre mondiale et du fameux traité de Lausanne en 1923 qui a mis un terme à cette guerre. Ailleurs, il n'y a en théorie pas de minorité, même si, bien sûr, il y a des gens en Grèce qui parlent d'autres langues que le grec. Il y a des Aroumains, il y a des Albanais. Alors des Albanais qui ont toujours vécu en Grèce. Cette région, là où on était, de
de l'Épire. C'est une région où vivaient jusqu'à la Seconde Guerre mondiale pas mal d'Albanais musulmans qui ont été expulsés en 1945 sous l'accusation de collective d'avoir collaboré avec les occupants italiens en l'occurrence. Les accusations collectives de collaboration, c'est toujours un prétexte pour se débarrasser de gens qu'on a envie de voir partir. Et les gens qui collaborent, peut-être, mais c'est jamais un peuple dans son ensemble, une communauté dans son ensemble. Il y a par contre toujours dans cette région, comme dans l'Attique également, des gens qui eux sont orthodoxes mais qui parlent l'albanais. Et comme ils sont orthodoxes, ils sont mieux intégrés dans la société grecque. Donc aussi, là encore, on voulait un petit peu toujours essayer de gratter ces couches d'identités superposées, ce palimpseste des identités déposées tout au long de ces rivages. Peut-être avec une image, une belle image que quelqu'un nous a racontée pendant notre voyage en Grèce, c'est l'image des minorités qui servent de parbattage de conflits entre grands États. Vous savez, parbattage, c'est ces bouées qu'il y a sur les coques des bateaux et qui servent à encaisser des coups quand le bateau arrive sur un port. Et quelqu'un nous a raconté, nous les musulmans de Grèce et eux, les Grecs de Turquie, ce sont les parbattages des relations entre les deux États. Dès qu'il y a un coup de vent ou des problèmes, c'est les minorités qui encaissent les coups. Je vais peut-être vous lire un petit passage qui se passe dans la ville de Xanthi. Xanthi, c'est en Thrace, en Grèce, tout au nord de la Grèce, à proximité de la frontière turque. Dans les bars de la ville haute, les étudiants avinés parlent tous la même langue quand la nuit tombe. Sinan écluse du whisky. Les rapports entre la minorité musulmane et les Grecs se sont améliorés ces dernières années, mais nous ressentons les moindres évolutions des relations entre la Turquie et la Grèce. Il suffit que la situation se détériore à Chypre pour que les conséquences s'en fassent sentir à Xanthi. Les Grecs et les Turcs de Thrace occidentale arrivent à s'entendre, mais à tout moment, la politique peut transformer la région en baril de poudre. Sinan ouvre les portes de bistrots cachés dans les ruelles, ambiance tamisée ou électrique, verre carré pour le jus de tomate qui accompagne la vodka ou verre à pied qui font des bulles. J'ai travaillé plusieurs années dans un bar gay de Londres, souffle Sinan. 3 pas de danse pour la musique et la tête qui tourne pour les souvenirs. Quand j'étais étudiant en Turquie, j'avais sympathisé avec un grec d'Istanbul qui aimait à répéter que les Turcs de Thrace, comme les Hellènes d'Anatolie, sont les parbattages des relations entre nos deux États. Leur seul rôle, encaisser des coups quand la houle est trop forte. Je trouvais que c'était une belle image pour résumer la situation des minorités dans beaucoup d'États de la région. Merci beaucoup. Je vais revenir un petit peu à l'histoire un petit peu plus ancienne. J'aimerais bien que l'un ou l'autre vous nous parliez de ce peuple, les Tcherkesses et les Hamshans, que vous évoquez dans votre livre. Alors là c'est... Hop. Ça marche là? Ouais. Oui. Pas bon. Alors les Hamshans, donc on est là sur les côtes nord de la Turquie. Et là aussi, quand la Turquie d'aujourd'hui, elle est l'héritière bien sûr de l'Empire ottoman, mais ce qui s'est passé, ça a été un double processus. Quand l'Empire ottoman s'est peu à peu disloqué, s'est rétracté comme une peau de chagrin, il a accueilli des réfugiés musulmans venus du Caucase, venus des Balkans, qui sont arrivés parce qu'ils voulaient rester dans un État majoritairement musulman. Et puis, quand la Turquie moderne est née comme un État moderne avec Atatürk, après la Première Guerre mondiale, donc, la Turquie a aussi pris un modèle d'État-nation unitaire où, en théorie, il n'y aurait que des Turcs, alors qu'en réalité, la population de la Turquie, ça a toujours été une mosaïque de religions, de langues, parce que l'Empire ottoman était un empire où toutes les communautés avaient des statuts reconnus et pouvaient cohabiter dans cet empire. Les Hamshans, c'est des gens qu'on a rencontrés, donc on est là vraiment tout à l'est de la côte nord de la Turquie, près de la ville de Rize. Dans les montagnes, un petit peu derrière Rize, c'est des gens qui étaient certainement d'origine arménienne,
mais qui se sont convertis à l'islam et qui se sont peu à peu, de ce fait, mêlés, assimilés à la population turque. J'ai envie, pour le coup, peut-être de vous lire un petit passage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la Turquie moderne, cette identité, elle n'existe pas, elle n'a pas de reconnaissance particulière, mais pour autant, ces Hamschen, ils existent toujours. Je vais essayer de retrouver le passage. La nuit a finalement envahi les sous-bois. Une boue lourde et graisseuse a immobilisé la voiture sur le bas-côté. Les troncs transpirent d'humidité, de grosses gouttes d'orage ruissellent depuis les feuilles des houppiers. Nous attrapons nos sacs pour continuer à pied, suivant à l'aveugle le chemin de terre. Une fois passé l'orée du massif forestier, un court horizon se dégage, quelques étoiles dans le ciel, la masse noire des montagnes, puis les lumières vacillantes d'une cahute et le grondement sourd qui annonce la rivière. La première auberge de la vallée est envahie par un groupe de touristes russes venus descendre en rafting la rivière sauvage. Passé de l'autre côté, il y a une cabane où dormir. La fumée d'un foyer s'étale dans la vallée, se mêlant aux brumes qui sortent avec l'obscurité. 4 ou 5 silhouettes découpées par la lumière de l'âtre apparaissent enfin, attablées devant du pain et des verres. Mon nom est Evrin, soyez les bienvenus. Le jeune homme a des yeux d'azur et la poigne d'un travailleur de force. Asseyez-vous, vous devez avoir faim. L'espace s'est refermé derrière nous, la pénombre et le ronflement des rapides ont dressé une toile de feutre sur les rumeurs de la route. Un verre partagé, puis les voisins de passage sont effacés. Evrin sort une nouvelle bouteille de raqueux, sa femme casse quelques œufs pour le dîner. Guljaï surveille le poêle en passant la main sur son ventre qui s'arrondit chaque jour un peu plus. L'enfant naîtra ici, sur les bords de la Fertena. Le campement du couple se compose de quelques constructions précaires à la merci d'une crue. Les rochers charriés par le courant sont les fondations de leur utopie libertaire. De père turc et de mère allemande, Evrin a beaucoup voyagé, il a appris à parler les langues du monde. Devenu traducteur pour gagner son pain, il préfère le roulement de la rivière rendu sauvage par la chute des neiges aux rumeurs de la ville. Mes ancêtres habitaient les flancs des montagnes pontiques et j'ai grandi dans ces cabanes que mon père avait commencé à construire. Le vent a dégagé des nuages, des milliers d'étoiles illuminent les pâturages d'altitude et des torrents qui viennent nourrir la Fertena. Le jeune homme avale de grandes bouffées de tabac, un feu crépite dans la cabane de planches ouverte sur la rivière. En franchissant le vieux pont ottoman jeté en aval de la Fertena, nous sommes passés dans un monde nouveau. Les gens qui peuplent la vallée et tous les villages de la montagne sont des Hamschen, une population d'origine arménienne convertie à l'islam entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Tout le monde connaît cette histoire, mais il est encore interdit de l'évoquer. Dans l'obscurité, les fantômes des peuples oubliés se lèvent pour souffler sur les braises. Les Hamschen parlent un turc truffé de mots et de tournures arméniennes. Ils célèbrent la nativité du Christ le 6 janvier, ainsi que les fêtes païennes et très anciennes de Vartavor, que l'Église a fait correspondre à la transfiguration du Seigneur. Ils croient au pouvoir invaincu des djinns, des fées et des sorcières, dont la demeure est établie dans les forêts touffues, auprès des sources et sur les hauts plateaux. Les arbres qui enserrent les abris de bergers accueillent des esprits protecteurs, capables d'écarter les loups, les chiens et les forces du mal. Malheur à celui qui coupe ses bois et provoque la colère des esprits. La cabane où nous dormons est une nacelle surélevée, recouverte par 2 pentes de bois noircis par les pluies. Evrin jette des tapis et des couvertures sur le sol de planches. À l'arrière, une base de pierre permet d'entretenir un feu dont la fumée s'échappe par un trou percé dans la nuit. Il faut nourrir l'âtre avant de s'endormir. La fumée signalera aux esprits que des humains, venus en amis, dorment dans la cabane. Le sommeil nous saisit à l'orée d'un monde inconnu d'étroites vallées et d'alpages lointains. Les hauts plateaux du Kachkar dominent les montagnes pontiques. Ils se prolongent jusqu'aux chaînes du Petit et du Grand Caucase, vers les routes et les passes qui mènent au contrefort de l'Ararat. Le pays des Hamschen est l'articulation d'une pâte énorme qui s'étend de l'Anatolie jusqu'en Arménie et aux confins de la Perse et de l'Afghanistan. Ça, c'est les Hamschen. Peut-être tu pourrais parler des Tcherkesses. Ouais, dans ce passage, on voit bien qu'on est rentré dans un autre monde. On a quitté un peu le monde balkanique et le monde de la Turquie pour rentrer de plein pied dans le monde du Caucase. Et c'est vrai qu'on voulait continuer notre voyage et arriver dans le Caucase, notamment pour rencontrer une autre minorité qui nous était chère, qui s'appelle les Tcherkesses. Alors, qu'est-ce que sont les Tcherkesses ?
Les Tcherkesses, c'est un peuple donc caucasien qui a toujours habité dans ces montagnes du Caucase et qui a été massacré largement lors de la conquête russe du Caucase à la fin du 19e, donc durant la seconde moitié du 19e siècle. Et je dirais la bataille finale qui marque encore aujourd'hui les mémoires des Tcherkesses, c'est la bataille de Krasnoïa Poliana, qui s'est déroulée en 1863. Durant cette bataille, les troupes russes ont écrasé ce qui restait des forces tcherkesses, et les Tcherkesses, pour s'enfuir, se sont réfugiés dans l'Empire ottoman. Alors, les Tcherkesses étaient musulmans, donc ils se sont réfugiés dans l'Empire ottoman sur les côtes nord de la Turquie. Nous, on avait déjà rencontré des Tcherkesses sur la côte nord de la Turquie, notamment dans une ville qui s'appelle Rize, et on savait que certains Tcherkesses... Alors, on savait également qu'au Kosovo, il y avait des Tcherkesses. Le Kosovo, au XIXe siècle, faisait encore partie de l'Empire ottoman, et ces Tcherkesses qui avaient fui la conquête russe s'étaient installés jusqu'au Kosovo, et notamment à côté de Pristina, la capitale, on savait qu'il y avait des villages tcherkesses, et ces villages tcherkesses ont été vidés. Les Tcherkesses du Kosovo sont partis en 1998, au moment où la guerre commençait au Kosovo entre l'armée serbe et l'armée de libération du Kosovo, l'Utcheka. Ces Tcherkesses, pour échapper au combat, sont partis, ils ont abandonné leur village, et ils ont eu l'idée baroque de revenir sur la terre de leurs ancêtres qu'ils avaient quittée au milieu du XIXe siècle. Et nous, pendant ce voyage, on s'était dit, évidemment, on va essayer de retrouver dans le Caucase ces Tcherkesses du Kosovo qui sont partis en 1998. Et donc c'est ce qui nous a amené, vous voyez sur la carte, dans la ville de Maïkop, en Russie. Les Tcherkesses du Kosovo sont partis en 98-99 et ils se sont réinstallés sur la terre de leurs ancêtres, sur la terre qu'avaient quitté leurs ancêtres une grosse centaine d'années plus tôt. Et donc nous, on est arrivés dans cette steppe immense du Caucase, des centaines de kilomètres de plaine, et on a demandé aux gens où sont les Tcherkesses du Kosovo, et on a fini par trouver leur village. Et donc on est arrivé à la porte de leur village, on a frappé à la porte, on a fait Dobar dan, bonjour en serbo-croate. Bon, ils étaient assez surpris de voir des journalistes français qui parlaient serbo-croate au milieu de la plaine russe. Mais bon, on a réussi à rentrer chez eux, on a bu le café, on a donné des nouvelles du village, éventuellement des cousins qui habitaient encore au Kosovo, on a discuté comme ça pendant plusieurs heures. Et encore une fois, l'histoire de ces Tcherkesses montre ces allers-retours migratoires. Les Tcherkesses qui avaient fui au XIXe siècle la conquête russe pour se réfugier dans l'Empire ottoman et qui reviennent à la fin du XXe siècle sur la terre de leurs ancêtres depuis le Kosovo. C'est ces allers-retours migratoires qui nous semblaient intéressants. Alors aujourd'hui, les Tcherkesses sont toujours minoritaires à Maïkop et dans la République des Adigés, qui est la république, une des républiques de la Fédération de Russie. Les Tcherkesses sont toujours minoritaires, leur langue est minoritaire, la majorité de la population parle russe, et ces Tcherkesses du Kosovo se sont malgré tout relativement bien intégrés à leur nouveau pays. Alors les parents, c'est vrai, ont eu beaucoup de mal à refaire une vie sur place, mais les enfants se sont bien adaptés. Peut-être que tu peux lire le bout, Si tu veux. C'est un petit passage où on rencontre donc un des Tcherkesses du Kosovo, le premier chez qui on a frappé à la porte, qui nous raconte son histoire. Oh, qui est un petit peu tout de même aussi, qui est un intellectuel. C'est un petit peu lui qui a eu l'idée de ce retour sur la terre des ancêtres, Isaac. Isaac Chey est moins enthousiaste. Ici, c'est la terre de nos ancêtres, mais durant 6 générations, les nôtres ont vécu au Kosovo, qui est aussi notre pays. Lui-même n'a pas pu trouver de travail. Quand je suis arrivé à Maïkop, on m'a proposé de travailler au théâtre russe, mais je ne parlais pas assez bien la langue. Ensuite, on m'a donné un emploi au théâtre adigéen, mais le salaire n'était que de $100 par mois. Comment aurais-je pu faire vivre ma famille avec cette somme? J'ai préféré m'installer ici, au village, et cultiver la terre pour nourrir les miens. Isaac est fier de son jardin, sûrement le plus beau du village, l'objet de tous ses soins. Il possède 40 arbres différents et tente d'acclimater de nouvelles plantes.
Il montre ces espèces balkaniques ou sibériennes. Il a même réussi à faire pousser un bon figuier alors que les températures l'hiver tombent à moins 40 degrés. Nous avons des fruits et des légumes frais durant 9 mois de l'année sur Ejmitil. Isaac est un érudit qui a travaillé avec les disciples du linguiste Georges Dumézil, venu l'interroger sur la langue adyguéenne. Il n'a jamais pu exercer son métier de comédien, ni à Pristina, ni à Maïkop. Revenir au Kosovo, la question ne se pose pas, malgré les difficultés de l'adaptation dans ce nouveau pays. En partant du Kosovo, Isaac a emporté le bien le plus précieux de la famille, un berceau transporté par les réfugiés du XIXe siècle. Celui-ci a abrité les enfants de générations successives qui sont nés au Kosovo avant de revenir dans le Caucase. Il se trouve désormais au Musée national de Maïkop. Isaac se tourne vers la plaine immense qui s'étend derrière l'Aoul de Mafekhab. L'horizon est infini. Au Kosovo, nous étions serrés les uns contre les autres. Ici, tout est grand, explique-t-il. Il y a quelques années, des représentants du ministère de l'Agriculture sont venus admirer mes courges. Ils n'en avaient jamais vu d'aussi grosses, mais ils ont été surpris par la façon dont je les plantais, en rang serré. Au Kosovo, nous sommes habitués à utiliser le moindre centimètre carré de terre, tandis qu'ici, l'espace ne se compte pas. Vivre à l'étroit a aussi marqué nos mentalités, et nos enfants verront certainement le monde d'une autre manière. J'ajouterais juste une chose, c'est que quand on est arrivé à Maïkop, c'est l'endroit où on était le plus loin du rivage. C'est aussi l'endroit où on était le plus à l'est dans notre voyage. Et là, c'est quand même un petit peu pas le bout du monde, parce que le monde n'a pas de bout, mais quand même, entre les montagnes du le Piémont des montagnes du Grand Caucase, la plaine infinie, on est quand même un petit peu loin, en tout cas, du monde qu'on connaît habituellement. Et c'est là où on s'est dit qu'il était temps de changer de cap, de commencer à revenir vers l'ouest. Il n'y a pas de raison de terminer un voyage. La Terre est ronde, on peut tourner, on peut continuer. Il n'y a aucune raison objective d'arrêter un voyage. Mais il y a un moment où il est bon, je pense, de se dire, pas qu'on a atteint un objectif, parce qu'on n'atteint jamais d'objectif en voyage. Juste, on était arrivé dans cet endroit perdu pour trouver des gens avec qui on avait des connaissances communes. Parce qu'en cherchant bien avec ces Tcherkesses du Kosovo, on a discuté, puis forcément, on est arrivé à évoquer des connaissances communes, parce que vous le savez, le monde est extrêmement petit. Et si on fait preuve d'un peu de bonne volonté, on trouvera toujours des connaissances communes avec n'importe quel habitant de cette malheureuse planète. Et là, une fois qu'on avait donc constaté qu'on avait des connaissances communes avec ces Tcherkesses revenus à Maïkop, on s'est dit, voilà, il est peut-être temps de prendre petit à petit un chemin qui va nous ramener plus à l'ouest. Merci. J'évoquais au début votre style littéraire et j'ai envie d'y revenir parce que vraiment ce livre est très plaisant à lire. Il y a des allers-retours sur l'histoire ancienne, sur ce qui se passe actuellement et avec vos récits, vous en avez lu plusieurs, sont souvent empreints de gravité, mais à chaque fois, il y a une petite touche. Et j'ai vraiment aimé ça. Une petite touche de malice, une petite touche d'autodérision, de l'humour, quelquefois aussi beaucoup de délicatesse. Alors j'ai sélectionné, on va dire, parce qu'il y a quand même 59 petits récits, petits et longs récits, et j'en ai retenu 4 qui m'ont beaucoup plu. Alors, si vous voulez nous en parler, alors le premier c'est sur le rivage des Phéaciens, où vous parlez des paysages édéniques, et puis tout d'un coup on a les baraques de la douane albanaise où beaucoup de fuyards sont tombés sous les balles. Et puis, tout d'un coup, une merveille, on se trouve devant le tableau de Jean Brock avec le mythe de Hyacinthe. Alors là, effectivement, on venait de quitter l'Albanie, on était plus exactement même sur la frontière entre l'Albanie et la Grèce. Aux abords de la frontière grecque, le paysage s'alanguit. Les cubes de béton géants et disloqués de Xamil disparaissent. L'Albanie cesse de se cacher derrière de hautes et noires falaises.
Des vallons couverts d'oliviers glissent jusqu'à la mer dans un geste de douce caresse. Des plages de sable blanc viennent tourner la ligne du littoral, comme les dessins naïfs à l'arrière-plan des primitifs italiens. Le paysage est idyllique, mais trompeur. C'est ici que les dieux, les demi-dieux et les héros jouent les belles nuits avec des cerfs, des biches et des lions apprivoisés. Mais c'est là aussi que s'étendaient les derniers bunkers, les dernières baraques de la douane albanaise. Jusqu'à l'extrême fin des années 80, des balles venaient faucher le dos des fuyards qui croyaient avoir presque réussi leur pari d'arriver en Grèce. Quand le destin des hommes est en jeu, le presque est toujours tragiquement malvenu. S'il parvient à se glisser avant le plein succès, tout bascule toujours d'un seul et même côté, la mort. Ce fut peut-être ici, sur cette herbe très verte, que la jalousie de Zéphyr fit dévier le disque lancé par Apollon, qui vint mortellement frapper la nuque de Hyacinthe, aimé du dieu, si jeune et si beau, nu et simplement chaussé de sandales aux lanières bleues, selon un tableau fameux qu'en fit Jean Broc. Le calendrier n'indique que le second jour du printemps, mais la lumière est déjà rasante, comme à la fin d'une chaude journée d'été. Alors, ce tableau, c'est un beau tableau, effectivement, romantique, disons, qui évoque cet épisode de la mythologie. Et puis, c'est pile poil, là, cette frontière vers laquelle, à l'époque du régime stalinien albanais, l'Albanie a connu un régime très particulier durant un demi-siècle, avec un régime stalinien d'une férocité absolue qui s'est maintenu jusqu'en 1991. Et les Albanais essayaient de fuir ce pays. Alors, certains le fuyaient, essayaient de s'enfuir vers la Yougoslavie. D'autres, notamment dans ce sud, essayaient de partir à la nage vers l'île grecque de Corfou. C'est faisable à la nage, mais enfin, c'est quand même pas tout proche. Souvent, ils essayaient de prendre des pneus pour servir de bouée, et d'autres tentaient de passer à cet endroit-là. Dans la terminologie officielle du régime, les gens qui essayaient de quitter l'Albanie étaient des déserteurs. Même si ce n'était pas militaire, quiconque essayait de quitter le pays était considéré comme un déserteur, et la consigne des douaniers, c'était d'ouvrir le feu sans sommation. Et beaucoup de gens sont morts, notamment dans cette région frontalière de la Grèce, dans le sud de l'Albanie. Merci. Alors là, on va être un petit peu plus dans la malice. Je ne sais pas lequel des deux voudra prendre la parole. C'est quand vous êtes à Syros, à Pâques. Parlez-nous des éoliennes. Des éoliennes de Syros ? Oui. Vous rencontrez Caterina, qui vous fait visiter l'île. Alors effectivement, l'île de Syros, c'est une des îles en Grèce que l'on a visitées. On est resté 3 ou 4 jours à Syros et on a réussi à avoir des rencontres qui nous ont aussi beaucoup marqué dans cette île de Syros. La spécificité de Syros, c'est qu'on a à la fois des Grecs orthodoxes, comme tous les Grecs, et on a aussi une forte communauté catholique. Ça date de l'Empire ottoman et vous avez encore des villages catholiques aujourd'hui dans cette île, ce qui fait une richesse particulière. Et effectivement, on a fait le tour de l'île avec une dénommée Caterina. Je peux peut-être vous lire un petit bout. Caterina tient une petite échoppe 2 ruelles plus haut, vendant aux touristes quelques objets d'artisanat qui lui permettent de reverser un peu d'argent à sa grande constellation d'amis créateurs. La boutique ne marche pas fort en ce tout début de saison, mais il suffit de tirer quelques chaises sur le trottoir pour échanger les derniers potins d'anneaux sirop et d'hermine polie. Le soir, les épitaphes catholiques et orthodoxes se croisent et se saluent sur la place Miaoulis. Celle des catholiques effraie toujours un peu les orthodoxes par leur extrême réalisme. Le sang coule des plaies, le visage du Christ est tordu par l'agonie d'une longue souffrance, bien loin du hiératisme serein de la divine figure adorée par l'Église d'Orient. Le samedi saint est le jour d'une longue attente. Dieu est mort et sa résurrection n'est encore qu'une promesse. Pourtant, dans chaque maison, les femmes s'affairent à préparer le banquet du dimanche. Les hommes vont acheter l'agneau. Les derniers préparatifs de la fête battent leur plein. Beaucoup de restaurants ont tiré leur devanture et nul n'ose s'attarder trop ostensiblement à la terrasse des cafés. Marissa, une autre amie de Caterina, nous emmène faire un tour de l'île dans son auto. Blablabla.
vous voyez, on était arrivé à Chios le jour de Pâques et on avait, durant ces cérémonies, les deux processions qui se croisaient à la fois les orthodoxes et à la fois les catholiques. Peut-être les éoliennes. C'était des éoliennes. Oui, donc avec cette Marisa, on fait le tour de l'île et effectivement on tombe sur un parc d'éoliennes qui est bien sûr financé par l'Union européenne, sauf que ces éoliennes n'ont jamais été raccordées à quoi que ce soit. Donc c'est vraiment des moulins à vent très don quichotesques, disons, qui tournent au-dessus de l'île, mais qui produisent aucune espèce d'énergie. C'est aussi des choses comme ça qui existent pas seulement en Grèce, dans pas mal de pays, je crois, malheureusement. Merci. Une autre île, l'île de Chios, où des milliers de personnes tentent de regagner la Grèce depuis les côtes turques. Là, il y a un centre de rétention où sont parqués les migrants. Et vous rencontrez Hassan, qui est un jeune Somalien qui vous raconte un petit peu son histoire. Et au moment de partir, voilà ce qu'il vous dit. Il vous le lance d'ailleurs, comme vous l'écrivez. Nous sommes les clandestins, nous sommes des milliers, personne ne pourra jamais nous arrêter. J'imagine que, quittant cette île de Chios, doit être difficile de dormir après ça. Et puis, je reviens à ce que vous aviez dit tout à l'heure. En fait, vous avez toujours cette petite note d'humour quand vous parlez des policiers aussi. Juste par rapport pour à dédramatiser peut-être. Oui, non, mais bon, parce que la situation avait aussi des petits côtés un petit peu cocasses. Chios, on est vraiment à quelques milles des côtes turques, donc c'est un endroit, bien sûr, où les gens qui fuient via la Turquie arrivent très naturellement en Grèce. Enfin, c'est une des manières les plus simples d'accéder à la Grèce. Nous, quand on est arrivé en voilier, on a été, comme tous les bateaux, immédiatement contrôlés par VHF, par les gardes-frontières, les gardes-côtes turcs, grecs, parce que c'est une zone de trafic et de passage de migrants. Et dans cette île, pour le coup, dans cette île de Chios, il y a un centre de rétention. Donc un centre où on met les gens en attente d'examen. C'est un centre fermé, c'est des conditions à peu près carcérales. Et normalement, dans tous les pays de l'Union européenne, c'est soit totalement impossible, soit très difficile pour les journalistes d'arriver dans l'île de Chios, d'entrer dans le centre de rétention. Sauf que là, on a eu, justement par des contacts d'amis, on avait un bon contact qui était la sous-préfète de l'île, qui avait décidé de tout nous ouvrir. Et donc cette sous-préfète francophone parfaite nous a énormément aidés. Et puis en plus, il se trouvait que le chef de la sécurité de l'île de Chios, un militaire, monsieur, comment il s'appelait, monsieur Samaras, est quelqu'un qui aimait beaucoup le whisky. Donc là, pour le coup, une bouteille de Johnny Walker a permis de faciliter la réalisation du reportage. Et on a pu rentrer dans ce centre de rétention, discuter avec les gens qui étaient là. Je dirais que le plus perturbant, le plus troublant, le plus difficile à accepter, c'était le contraste terrible entre les conditions dans lesquelles vivaient ces gens-là, des conditions carcérales, des baraquements vraiment de très mauvaises conditions, mais des baraquements accrochés à flanc de montagne au-dessus de la mer Égée. Ça aurait été un site absolument fabuleux pour faire un centre de vacances, pour faire un hôtel de luxe. Ouais, sauf qu'en l'occurrence, c'était une prison. Avec vue sur mer, mais quand même une prison. Et ce qui est intéressant aussi dans cette île de Chios, c'est que Jean-Arnaud parlait de ces réfugiés, alors d'Afghanistan, d'Irak, de Syrie, qui viennent des côtes turques, qui accostent à Chios en espérant entrer dans l'Union européenne et après poursuivre leur voyage vers l'Europe occidentale. Mais dans cette île de Chios, encore dans cette idée de double migration, d'aller-retour temporel, on trouve aussi beaucoup de réfugiés qui sont arrivés dans l'île au début du XXe siècle
quand l'Empire ottoman s'est effondré après la Première Guerre mondiale, et quand de féroces affrontements ont opposé l'armée grecque et l'armée turque. Et notamment en 1923, quand la ville de Smyrne est tombée, des centaines de milliers de Grecs ont été expulsés d'Anatolie, et beaucoup d'entre eux ont trouvé refuge à Chios. Et donc vous aviez à la fois la mémoire de ces migrations plus anciennes, des gens qui avaient fui l'Anatolie au début du XXe siècle, et puis ces migrants tout à fait récents qui étaient parqués dans ces baraquements. Et c'est encore une fois ces allers-retours temporels qui nous semblent intéressants. Et on a eu, juste pour rajouter un mot, on a eu la chance de rencontrer là dans l'association des réfugiés, des réfugiés d'Asie mineure, de ces Grecs arrivés depuis presque un siècle. On a eu la chance de rencontrer à l'époque celle qui était l'une des dernières survivantes des massacres de Smyrne en 2021, une dame qui probablement n'est peut-être plus de ce monde, mais qui nous a raconté ce qu'elle avait connu comme toute petite fille quand elle a dû fuir sa ville avec sa mère. Ce qu'elle nous disait, ce qu'elle nous racontait, cette dame, c'est que sa mère lui disait toujours, pour comprendre l'histoire de Smyrne, Smyrne c'est Izmir, Izmir en turc ou Smyrne en grec, la ville elle a été prise 2 fois. Elle a été prise en 20 ou en 19 par les Grecs. Quand les Grecs ont libéré Smyrne, ils ont fait ce que fait toute armée qui libère une ville, ils ont incendié, pillé, violé, brûlé les quartiers non grecs. Et puis 1 an plus tard, l'armée turque a à nouveau libéré Smyrne. Et en libérant Smyrne, l'armée turque a fait ce que fait toute armée quand elle libère une ville. Elle a violé, tué, pillé, incendié les quartiers non turcs, en l'occurrence les quartiers grecs. La seule nouveauté, c'est qu'il y avait en plus de cela, dans la rade de Smyrne, il y avait des bateaux de guerre français, britanniques, italiens, qui observaient ce qui se passait, qui avaient reçu la consigne de s'en tenir à une stricte neutralité, et notamment d'empêcher les réfugiés qui essayaient de s'échapper de monter à bord des bateaux. Il y a des témoignages de marins français coupant les mains des réfugiés qui essayaient de s'accrocher au bastingage pour trouver le salut. Donc c'est tout ça que nous racontait cette vieille Georgia. Et elle nous disait une chose qui est importante, c'est que sa mère lui disait toujours, mais ceux qui ont fait ça, c'était pas nos voisins, les gens de la ville, qui ont buvé le café, c'est des gens qui venaient de loin, du fin fond de l'Anatolie. Et ça, c'est quelque chose que l'on connaissait déjà, un mécanisme psychologique qu'on avait déjà pu rencontrer dans les Balkans ou ailleurs. La guerre urbaine, le massacre intime, c'est quelque chose qui est tellement monstrueux qu'on ne peut pas accepter l'idée que ça soit des gens avec qui on a voisiné, avec qui on a été amis, avec qui on a partagé le café, qui puissent faire ça. Il faut toujours en rejeter la responsabilité à des gens plus loin, parce que si on admet l'idée que ses voisins ont pu faire ça, du même mouvement, on admet la possibilité de sa propre sauvagerie à soi. C'est ce que nous racontait cette vieille Georgia, qui certainement depuis n'est probablement plus de ce monde. Je vous propose, Eliane, Jean-Arnaud et Laurent Chila, qu'à ce moment du voyage, on poursuive peut-être avec les questions du public, justement, et on reviendra peut-être au dernier souvenir tout à l'heure en finale. Donc, les gens qui veulent peut-être poser des questions, je vais passer avec le micro. Voilà. Il y a une question déjà là-bas. Merci. Ouais, je vais poser la première question comme ça. On passera après à la deuxième directe. Juste avant ma question d'ailleurs, je voulais dire quelque chose, c'est que j'ai lu 2 fois votre livre et que c'est d'abord un plaisir de lecture, en plus quelque chose de très intéressant. Moi je ne suis absolument pas allé dans les pays ni des Balkans ni du Caucase. Dans les pays que vous avez traversés, je ne connais que l'Italie et la Grèce, qui ne sont pas les pays les plus confidentiels. Et je dois dire vraiment que vous avez fait un grand livre d'histoire évidemment majuscule, mais aussi de petites histoires qu'on a un peu retracées là tout à l'heure au fil de vos lectures et de vos réponses. C'est vraiment un travail fabuleux que vous avez fait. Et évidemment qui invite le lecteur à aller dans ces pays.
La question que j'ai envie de poser est plus actuelle. Ce matin, j'ai fait partie du petit groupe qui a été rencontré avec vous, les demandeurs d'asile à Metz, et beaucoup parlaient de la construction européenne. Ils disaient, en parlant de leur pays, qui souvent sont aux mains de pouvoirs, notamment dans les Balkans, de pouvoirs autoritaires, on va le dire comme ça, et qui disaient qu'ils ne comprenaient pas pourquoi l'Europe ne faisait rien pour eux, voire pourquoi l'Europe pouvait étudier leur candidature pour intégrer l'Union européenne. Et justement, on rencontre quand même, lorsque vous parcourez le littoral un peu désenchanté des Balkans, les nombreuses traces du mal qu'a pu faire la politique européenne, notamment en Croatie. Et donc j'ai envie de vous demander quelle est la relation qu'a l'Europe, qui est quand même centrée du côté occidental, envers ces confins qu'elle regarde, on a l'impression parfois de manière un peu supérieure. Alors bon, évidemment, c'est une relation extrêmement compliquée, extrêmement complexe. Les Balkaniques ne font pas la différence. Ils disent qu'ils sont eux aussi européens, et à juste titre, puisqu'ils sont sur le continent européen. La relation qu'entretiennent les pays des Balkans et l'Union européenne est une relation complexe. Pour les pays des Balkans, l'Union européenne, c'est l'espoir d'intégrer un jour un club des riches, d'intégrer une union qui leur permettra d'avoir des régimes démocratiques, qui permettent à leurs habitants de travailler normalement, d'avoir une sécurité sociale qui leur permette de se soigner, d'avoir des services de base qui fonctionnent, ce qui n'est absolument pas le cas dans les pays de la région. Pour vous donner une idée, dans la majorité des pays de la région, pour pouvoir se soigner, il faut parfois donner des pots de vin. Pour étudier à la fac, il faut certainement payer certains professeurs, etc. Vous avez des États qui sont dans une faillite financière incroyable et puis une faillite institutionnelle profonde. C'est-à-dire que quand on est citoyen, je ne sais pas, de Serbie, de Macédoine ou de Bosnie, on ne peut pas compter sur l'État pour assurer les services de base qui sont la justice pour tous, l'égalité des chances, l'espoir d'un avenir meilleur, etc. Ces services de base, pour l'instant, dans les pays des Balkans, ne fonctionnent pas. Et donc, pour beaucoup de gens, l'Union européenne, c'est l'idéal d'un avenir potentiellement meilleur. Alors après, cette idée qui datait, je dirais, du début des années 2000, a un peu évolué, et on voit, quand on fait des enquêtes parmi la population, que le taux de soutien à l'Union européenne est aussi, dans les Balkans, en forte diminution. Pour plusieurs raisons. D'abord, les gens dans les Balkans ont observé ce qui s'est passé en Grèce, à savoir un pays de l'Union européenne développé qui a été abandonné par Bruxelles et qui a été totalement ruiné. Donc les gens, évidemment, dans les autres pays de la région ont vu cela et ça ne les a pas encouragés à intégrer l'Union européenne. Et ensuite, la forte désillusion que les gens ressentent dans les Balkans envers l'Union européenne est due aussi au fait que Bruxelles et les institutions européennes soutiennent dans tous les pays de la région, tu l'as dit, les régimes autoritaires, les régimes corrompus, les régimes prédateurs, par souci de garder une stabilité dans la région. En gros, si vous voulez, le processus c'est toujours le même. On va préférer un dirigeant autoritaire corrompu que l'on peut contrôler à des mouvements démocratiques spontanés où on ignore où ils peuvent mener. Donc il y a une sorte de blanc-seing donné à des régimes autoritaires, et évidemment ça passe très mal au sein de la population, puisque les gens vivent dans ces pays et constatent tous les jours les ravages de ces politiques corrompus et autoritaires, et effectivement ces gens associent maintenant ces régimes à l'Union européenne, et ce qui est un peu dommage. Qui veut le micro ?
Alors, suivant ce que vous venez de dire là, donc, de ces pays un peu autoritaires et qui ont du mal à trouver de l'aide, comment se fait-il que la Slovénie, qui est un peu à l'extrême, qui s'est un peu tenue tranquille et qui justement va plutôt bien, on va dire. Alors, est-ce qu'elle fait encore partie des Balkans ou pas Bon, alors, la question de définir les Balkans, c'est une question qui n'a pas de réponse, pour commencer. La notion de Balkan, elle apparaît il n'y a pas si longtemps que ça. Au début, Balkan, c'est un mot turc, c'est l'appellation que les Turcs donnaient à une montagne de Bulgarie. Et c'est au début du 19e siècle qu'on a commencé à utiliser le mot Balkan pour désigner un beaucoup plus grand espace, plus ou moins la péninsule comprise entre la mer Adriatique, la mer Égée et la mer Noire. Sauf qu'on n'a jamais dit que les Balkans, ça commençait là ou ça s'arrêtait là. Donc, il n'y a pas de définition précise des Balkans. Si je vous dis la péninsule ibérique, bon, ben là c'est clair, c'est ce qui est au sud de la barrière des Pyrénées. Il y a 2 États, 3 peut-être, peu importe, on sait de quoi on parle. Dans le cas des Balkans, ça n'a jamais été défini. Et le problème, c'est qu'en plus, le terme de Balkan, il s'est imposé dans le discours occidental en même temps qu'un autre terme qui est celui de balkanisation. Balkanisation, ça renvoie pas au vocabulaire de la description géographique, mais plutôt des sciences politiques. C'est un concept qui est associé à l'idée d'éclatement, de morcellement, même au-delà, je dirais, d'une diversité de langues, de cultures, de peuples, de religions, mais d'une diversité qui serait inquiétante, menaçante. D'entrée de jeu, le terme de Balkan et son corollaire balkanisation assument une connotation négative dans l'imaginaire occidental. En réalité, pour comprendre de quoi il est question, il faut bien comprendre que ces mots s'inscrivent dans le champ des représentations occidentales, exactement comme le concept d'Orient. Et là, je pense aux travaux sur l'orientalisme du grand intellectuel palestinien Edward Said, qui ont été, je dirais, aussi transposés dans le contexte balkanique. Il y a des historiens qui ont travaillé, qui ont adapté ce concept-là. C'est la même logique. Et alors, du coup, dans les Balkans, souvent, les gens ont tendance à dire « Ah ben non, les Balkans, c'est pas nous, c'est le pays d'après, c'est le voisin. » Et les Slovènes ou les Croates sont très forts à ce petit jeu-là. En même temps, il y a des choses qui sont assez amusantes. Nous, on a passé pas mal de temps, c'était une escale aussi importante du voyage à Trieste. Trieste, aujourd'hui, on est en Italie. Mais Trieste, historiquement, ça a été le grand port de l'Autriche-Hongrie, de l'Empire des Habsbourg. La ville s'est développée au XVIIIe siècle pour être ce port des Habsbourg. Et Trieste, c'est une ville qui, au cours du XXe siècle, a été à plusieurs reprises fortement contestée entre l'Italie et la Yougoslavie. Et c'est une ville qui compte toujours une importante communauté, une importante minorité slovène. Et tous les gens de Trieste, les Slovènes comme les Italiens, sont extrêmement fiers de dire « notre ville, c'est la porte des Balkans ». Alors il y a un truc un peu bizarre, c'est que Trieste sur la porte des Balkans, vous passez la porte et puis après vous arrivez en Slovénie et c'est pas les Balkans. Donc, il y a la porte, et puis d'ailleurs je sais pas, vous cassez la figure parce que la porte n'ouvre pas dans les Balkans. Enfin il y a un truc où les gens pour monter la maison sont un peu bourrés dans les plans. Donc tout ça pour dire à quel point les concepts sont toujours un petit peu dangereux. Ensuite sur le fond, oui, la Slovénie pour différentes raisons, qui était la république la plus riche, la plus développée de l'ensemble du Yougoslave, s'en est pas trop mal tiré depuis son adhésion à l'Union européenne, mais je dirais 2 choses. Déjà, la Slovénie a adhéré à l'Union en 2004, et tous les pays qui ont adhéré en 2004 ont véritablement bénéficié d'une série de politiques européennes, ce qui n'a pas été le cas des pays qui sont rentrés en 2007, comme la Bulgarie ou la Roumanie, et encore moins de la Croatie, qui est rentrée en 2013, au moment où la crise de l'Union européenne battait son plein. La crise économique, financière mondiale et la crise aussi de l'Europe comme institution. Les Slovènes sont arrivés un petit peu plus tôt, donc ils ont réussi à passer au moment où la porte était pour le coup un peu plus généreusement ouverte. Dans le même temps, il ne faut pas non plus s'illusionner. La Slovénie a connu des politiques d'austérité, de très forte mobilisation au début des années 2010, en 2011-12. La Slovénie, même si elle s'en tire un peu mieux que ses voisins, elle fait partie de l'Europe du Sud, donc une Europe marginalisée,
une Europe de seconde zone par rapport au centre européen. Aujourd'hui, l'Europe, c'est pile l'inverse de la promesse pas seulement d'égalité, mais de convergence entre les sociétés et les économies. C'est tout l'inverse qui se produit. Je ne parle pas du Brexit, je parle vraiment de cette divergence des réalités sociales et économiques. Et la Slovénie, clairement, fait partie d'une Europe du Sud, qui est une Europe pauvre et qui est une Europe de plus en plus marginalisée. La situation est encore bien pire en Bulgarie ou en Roumanie. Pour vous donner une idée, les travailleurs qualifiés slovènes vont travailler sans problème en Autriche ou en Allemagne, et les travailleurs qualifiés des Balkans vont travailler en Slovénie. Donc vous avez une chaîne comme ça qui se met en place, sachant que dans les Balkans même, on commence aujourd'hui à manquer de main-d'œuvre, notamment sur la côte croate pendant l'été. Les bars et les hôtels et les restaurants ont du mal à trouver des employés pour travailler durant la saison. Alors, il y a des gens du Kosovo, il y a des gens de Serbie, de Bulgarie, etc., qui viennent travailler dans les bars de la côte, mais on manque encore de personnel. Et les hôteliers croates pensent maintenant importer des gens d'Asie du Sud-Est pour travailler dans les bars, sachant que les Croates eux-mêmes vont travailler en Allemagne. Donc vous avez comme ça une chaîne de migration économique qui se met en place. Et la Slovénie n'échappe pas à ce phénomène. Vous avez parlé de... C'est bon. Vous avez parlé de Trieste et c'est une question que j'avais depuis hier soir en fait dans ma poche. Du coup, je la sors. C'était ceux qu'on croise aussi dans ce livre, c'est des écrivains. Bon, il est question bien sûr de Pierre Loti, d'Ossip Mandelstam, de Nazim Hikmet. J'ai envie que vous évoquiez deux auteurs qui croisent le livre. Moi, il y en a un que je ne connaissais pas, c'est Edmond About, qui est en plus originaire de Moselle, qui passe par la Grèce, je crois. Et l'autre, c'est un vieux monsieur qui a maintenant 105 ans. Quand vous le croisez, il est un peu moins âgé. C'est Boris Pahor, justement à Trieste, où il y a d'ailleurs une statue de James Joyce aussi. Et donc, Joyce a eu terriblement froid sous l'arbre, et il n'a pas tellement apprécié la ville. Après, Edmond About, c'est une autre histoire. Edmond About, c'est quelqu'un qui est une sorte de mandarin des lettres dans les années du Second Empire, dans les années 1850-1860, académicien. Mais alors, lui, il s'inscrit dans une tradition un petit peu particulière. Au XIXe siècle, il y avait tout ce que l'on appelait le philhellénisme. Le philhellénisme, c'était ces jeunes gens cultivés qui vibraient d'émotion pour la lutte d'indépendance des Grecs. Parce que ces jeunes gens étaient pétris de culture classique et convaincus que les gens qui se battaient contre l'Empire ottoman pour l'indépendance de la Grèce étaient en quelque sorte de nouveaux Achilles, de nouveaux Patrocles, de nouveaux héros de l'Antiquité ressuscités. Mais en même temps, la Grèce de l'époque, c'était un pays qui sortait justement de 5 siècles de présence ottomane, et quand ces jeunes gens arrivaient en Grèce, souvent, ils arrivaient avec les images de l'Antiquité en tête, et puis ce qu'ils voyaient, c'était des paysans, le plus souvent illettrés, des popes avec des soutanes crasseuses et la barbe broussailleuse, des fonctionnaires ottomans ou post-ottomans tatillons, et donc c'était un petit peu loin de l'image qu'ils avaient des héros de l'Antiquité. Et alors, il y a eu deux phénomènes. Il y a eu ce qu'on appelle le philhellénisme, donc l'enthousiasme pour la Grèce, quelqu'un comme Victor Hugo, on pourrait citer beaucoup d'autres noms. Et puis, Edmond About, lui, c'est un peu le, comment dire, c'est le monsieur Ahmed Flaubert, c'est le pharmacien rationaliste franc-maçon, bien sûr, qui lui va en Grèce, mais s'en laisse pas compter. Et qui a écrit un livre rempli de fiel pour expliquer que la Grèce contemporaine n'avait rien à voir avec la Grèce de l'Antiquité. Il a un sens de la formule, hein, l'animal. Il parle donc de Corinthe en disant cette ville qui produisit tant de chefs-d'œuvre et qui ne produit plus que de raisins secs, et ainsi de suite. Mais ce qui est assez amusant, c'est que quand nous on avait acheté à Athènes, dans une petite librairie d'Athènes, on avait acheté un petit livre en français sur les écrivains français et la Grèce, justement, où il y avait et le bouquin d'About. Ce qui est assez étonnant, c'est que quand on lit certaines pages d'Edmond About, on a presque l'impression
d'avoir lu les mêmes il y a quelques années. Allez, je vais citer un confrère, mais dans les colonnes de Libération sur la plume de Jean Quatremer, avec ce même mépris sur la Grèce qui serait condamnée à la corruption, à l'incapacité de construire un État fonctionnel. C'est assez amusant de regarder comment finalement, c'est toujours la question du regard occidental, de la projection sur l'autre, de ce qu'on pense être juste ou vrai. Et de ce point de vue-là, très souvent le regard... je dirais, des semi-connaisseurs, des gens qui se tardent de connaître, mais qui surtout s'empressent de juger, c'est un regard qui est un regard, sur le fond, colonialiste, où on juge une situation à l'aune de ce qu'on croit être juste et vrai. Et ça, c'est vraiment le propre d'Edmond About. D'ailleurs, pour reparler des allers-retours sémantiques, alors la Grèce était dans l'Union européenne théoriquement, et puis au moment de la crise... de 2010, moi je me souviens avoir lu des journaux où les titres c'était la Grèce retourne dans les Balkans. Donc, la Grèce était dans l'Union européenne et le fait d'avoir une crise et un pays qui s'effondre, subitement le pays retournait dans les Balkans, au moins pour l'imaginaire occidental. Donc c'est encore une fois ces allers-retours sémantiques assez intéressants. Sans qu'il y ait de glissement de plaques tectoniques, sans que la position de la Grèce ne change. Le dernier écrivain qu'évoquait Pascal, c'était Boris Pahor. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, c'est effectivement un peu le monstre sacré des lettres slovènes, c'est le plus grand écrivain contemporain slovène, mais qui est né, qui a toujours vécu à Trieste, donc qui appartient à la minorité slovène d'Italie. Et nous, quand on est arrivé à Trieste, on avait lu bien sûr des bouquins de Pahor. On voulait travailler un petit peu sur la communauté slovène de Trieste, et là tout de suite les gens nous disent « Oui, il faut que vous alliez voir Pahor ». Ok, très bien, allons chercher. Oui, il est très très gentil, il vous recevra bien. Donc on part sur les hauteurs de Trieste avec un ami à la recherche de Pahor. Donc normalement, il prend son petit café à 11h dans cette trattoria, et puis après il doit passer ici. Bon, il n'était pas là. Puis quelqu'un nous dit « Mais voilà, sa maison, là, c'est dans le virage à côté, allez-y ». On frappe à la porte, et bon, quand même, Boris Pahor, il est né en 1913, il est né sous l'Empire d'Autriche-Hongrie. Et en plus de ça, Pahor, c'est quelqu'un qui a été résistant, parce que, étant slovène de Trieste, il a connu le fascisme dès l'arrivée au pouvoir de Mussolini, dès 21. Et donc, durant la Seconde Guerre mondiale, il était aussi dans la résistance, pour la résistance yougoslave. Et il a été déporté, il a été, je ne sais plus tous les camps qu'il a fait, mais enfin il a un parcours concentrationnaire assez bien rempli. Il a notamment été au Struthof en Alsace et dans d'autres camps de concentration en Allemagne. Il a survécu à tout cela, il est toujours en vie, toujours de ce monde. Aujourd'hui plus trop, mais il y a encore quelques années, quand on a frappé à sa porte, il continuait à voyager dans toute l'Italie pour aller raconter la résistance et la déportation aux lycéens. Et on arrive justement à nous dire « Ah ben non, c'est embêtant parce que là, demain, ou cet après-midi, je ne sais plus, il faut que je parte, je crois que c'était à Modène, puis à mon âge, il faut que je me prépare. » On est resté 3 heures chez lui à discuter, et au bout de la discussion, il nous dit « Ah, mais quand même !» Il parle bien français en plus, le parcours. Il nous dit « Mais quand même, c'est dommage que j'ai pas 2 ans de moins, parce que je serais bien parti avec vous. » Et là, on a un peu fait nos prières. Dieu merci, il n'est pas né en 15. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Juste, parce que je vois dans votre périple, vous avez terminé par l'Ukraine. Et aujourd'hui, c'est quand même un pays qui est au centre du choc entre l'Europe et la Russie. Donc, moi, j'aimerais bien avoir un peu un retour, effectivement, sur ce que vous avez vécu en Crimée. Vous étiez à Sébastopol, je ne sais pas, vous avez peut-être été à Yalta, je ne sais pas, Odessa, et puis Vilkovo, dans le delta du Danube. Vous avez terminé par là, non ? Alors effectivement, c'est voilà. Donc ça m'intéresse parce que j'ai eu l'occasion d'aller à Vilkovo et puis de faire toutes ces villes-là. J'étais assez étonné d'ailleurs, donc on en reparlera
Alors, nous, on a fait le voyage, c'est une précision importante, on a fait le voyage avant la révolution de Maïdan et avant la guerre dans le Donbass et en Crimée. D'accord. Donc à ce moment-là, la Crimée était encore territoire ukrainien. Oui, bien sûr. Ça, c'est important de le dire. Alors effectivement, on finit le voyage dans le delta du Danube. Sans vous dire la fin du livre, là où se mêlent les eaux, c'est la dernière phrase en fait. Et c'est là où se mêlent les eaux du Danube et celles de la mer Noire. Alors, comme le disait Jean Arnaud tout à l'heure, on aurait pu continuer encore le voyage. On est arrivé dans le delta du Danube avec ces eaux du plus long fleuve d'Europe qui arrivait dans la mer Noire, et on s'est dit qu'effectivement il fallait arrêter le voyage à cet endroit. Ce fleuve qui charrie toutes les pollutions du continent, toutes les eaux qui traversent Budapest, Vienne, Belgrade, beaucoup de grandes villes d'Europe centrale, et puis qui finit sa course dans le delta. Alors le delta, c'est la plus grande zone humide d'Europe. Il est partagé entre l'Ukraine et la Roumanie. Nous, on était, pour finir notre voyage, dans la partie ukrainienne du delta, et c'est encore aujourd'hui une région extraordinairement riche, je dirais, en culture et en peuples différents. Le delta a toujours été une zone difficile d'accès, où vivre est compliqué. Les gens qui habitent dans le delta, encore aujourd'hui, beaucoup d'entre eux boivent l'eau du Danube pour s'hydrater. Donc il faut imaginer un peu la pollution qu'ils ingurgitent tous les jours, même si l'eau est filtrée malgré tout par la végétation. Donc le delta est toujours, est en quelque sorte, une terre de refuge. A toujours été une terre de refuge. Quand des gens fuyaient les grandes occupations, l'Empire ottoman, l'Empire russe, les gens se réfugiaient dans le delta. Et donc dans le delta, on trouve aujourd'hui évidemment des Ukrainiens, des Roumains, des Turcs, des vieux croyants qui sont une minorité russe installée dans le delta il y a plusieurs siècles. On trouve des Roumains, on trouve des Albanais, on trouve toute une série de populations. Et on a passé, c'est vrai, pas mal de temps à naviguer entre ces différents groupes. Peut-être on peut lire un dernier passage qui se situe dans le delta, dans la réserve de la biosphère côté ukrainien, là où on a passé une nuit, et qui illustre bien. Non, je crois qu'on va lire deux passages, si tu voulais en lire un. Mais là, une petite histoire sur le delta. Donc on était effectivement dans cette réserve de la biosphère, une sorte de centre écologique ukrainien, où par le biais d'un ami d'amis, on avait pu trouver l'hospitalité. Et voilà. La nuit, l'Institut et les domaines de Gueorgui. Le gardien qui nous surprend sur la terrasse où nous enfilons des bières, accablés par la chaleur qui monte des canaux. L'homme ramène quelques flasques de vin local et les présentations sont vite faites. Gueorgui est d'origine bulgare, mais il est né dans un village roumanophone et assure que le roumain est la langue qu'il manie le mieux. Sa femme est gagaouze. Elle appartient au plus beau peuple de la terre. Personne, nul être humain, ni les Ukrainiens, ni les Bulgares, ni les Russes, ne possède le quart des qualités morales des gagaouses. 20 ans après son mariage, Gueorgui se félicite encore de son choix. Nul ne l'emporte en vertu sur les gagaouses, pas même les Roumains. Non, pas plus que les Albanais. Y a-t-il encore des Albanais dans le delta? Il y en avait beaucoup. Oui, mais y en a-t-il encore? Il faudrait chercher. Tous les peuples que le Seigneur a créés sont venus ici. Il y a de l'eau, de la vigne, du poisson, de la terre grasse et noire dans laquelle pousse la moindre graine semée. Et nous sommes libres. Les gens du delta sont libres, ils l'ont toujours été, sous les tsars comme sous les communistes. Seule cette Europe mettra peut-être des frontières, coupera les routes et les canaux. Ici pourtant, rigole Gueorgui, tu peux mettre une barrière, la rouille et le sel te la mangent en 2 ans, les douaniers du vin alcoolique nous demandent leur mutation, chassés par les fièvres. Seuls les honnêtes gens, les gens libres peuvent vivre dans le delta, et pas un peuple n'a manqué de dépêcher quelques représentants contre le bras de Saint-Georges et les étangs de Tuzli et de Tatarbounari. Il y a des Arméniens, des Serbes et des Hongrois, des vieux croyants, des Turcs et des Tatars. Tous les peuples créés par Dieu doivent se retrouver dans le delta. Voilà, on va
peut-être terminer là-dessus. Vous verrez que si vous lisez le livre, souvent avec Jean Arnaud et Laurent, ça se termine au bord d'un bar ou sur une table à boire un dernier verre. Donc voilà, on vous propose de les retrouver, si vous le souhaitez, leur livre là en signature, de les retrouver au coin du bar avec un dernier morceau quelques morceaux, je crois encore, de la fanfare Couche-Tard. On vous souhaite une très très belle soirée. Merci à vous tous. Bravo Eliane pour cette présentation et merci à Jean Arnaud et Laurent. Bonne soirée à tous. Et n'oubliez pas le chapeau, les adhésions, vos mails si vous voulez être tenu au courant. Merci.